Un grand merci à Mazura Medicine, un grand merci à Catel et à la SFBC. Je suis très heureux d'être avec vous et je suis surtout là pour vous aider à sécher vos larmes parce que en fait, vous attendiez le vrai professeur Gruson ce soir et malheureusement Damien, mon grand frère, ne pourra pas être avec vous. Il est retenu à Bruxelles. Il vous transmet ses amitiés et aura l'occasion évidemment de revenir vers vous très très prochainement. Donc moi je suis le faux, c'est-à-dire celui qui parle de biologie sans connaître le fond, mais j'ai des antécédents familiaux qui m'autorisent à regarder le sujet que Catel connaît bien, et des antécédents familiaux qui sont une copaternité ou une comaternité partagée avec Jean-Gérard Gobert et Marie-Françoise Godot, d'une évolution qui est une bonne nouvelle au fond. C'est l'adoption de l'article 11 du projet de loi de bioéthique il y a quelques jours qui valide le principe de garantie humaine de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. C'est une notion, un combat qu'on a mené ensemble. Je regarde aussi Bruno Rougier, même s'il est caché derrière son ordinateur tout en haut, avec la Société française d'informatique de laboratoire. La régulation positive de l'IA dans le domaine de la santé est en passe d'entrer en vigueur, même si évidemment il faut attendre le vote conforme du Sénat. Donc les choses avancent sur ce terrain-là, il y a une bascule positive qui se met en place, avec des cas d'usage que vous connaissez. Par ordre décroissant d'opérationnalité, je trouve que l'ophtalmo, c'est une bonne discipline pour mesurer que, évidemment, l'IA la plus mûre, c'est la reconnaissance automatique d'images, avec des cas déjà très opérationnels, notamment dans le champ de la rétinopathie du diabète. On descend d'un cran en opérationnalité quand il s'agit de pilotage par les données à un échelon populationnel. Néanmoins, les londoniens de Moorfields ont su le faire sur la détection du risque rétinien en mettant en place des mesures de prévention en population générale. Et puis bien sûr, l'IA la moins mûre, c'est celle qui va nous aider à nous repérer dans la complexité, à essayer de traiter des symptômes qui ne sont pas visibles initialement et que le traitement profond de données permettra d'identifier. Évidemment, il y a un enjeu de compétitivité, le temps tourne. C'est déjà depuis avril 2018 que la FDA américaine a labellisé IDXDR, diagnostic IA de diagnostic automatique de rétinopathie diabétique. Plus nous bloquons l'IA en France et en Europe, et plus nous courons le risque que les patients et les professionnels de santé français et européens demandent l'importation de solutions conçues ailleurs et dont on ne pourra pas garantir le caractère éthique a priori. C'est le message central qu'avait passé le Comité consultatif national d'éthique dans le rapport que j'ai eu l'honneur de co-diriger avec Claude Kirchner, le président du conseil d'éthique d'INRIA, et qui a abouti à l'avis 129 préalable à la révision de la loi de bioéthique. Le champ du cancer permet de mesurer cette opérationnalité également dans la reconnaissance d'images, avec des cas d'usage déjà très importants dans le diagnostic des ganglions lymphatiques, mais aussi bien sûr dans le diagnostic du cancer de la peau, avec toute une série de solutions déjà opérationnelles dans le diagnostic du mélanome. C'est un domaine intéressant, le cancer, parce qu'il permet de comprendre quelle est notre piste d'athlétisme. La piste d'athlétisme française, c'est celle de la médecine d'excellence, ça ne vous surprendra pas. Il faut se positionner sur des créneaux de pointe, plutôt, dans un contexte où les solutions généralistes d'IA seront, soyons brutaux, développées plutôt par les GAFAM ou les BATX. Mais on a des choses à faire, comme le montre l'exemple, d'ailleurs incubé à côté d'ici, de Therapixel, qui a mis au point une des meilleures solutions au monde de reconnaissance automatique des mammographies. Des choses se développent aussi dans des domaines plus inattendus, comme la prise en charge du vieillissement. L'IA va donner du contenu à cette notion un peu vide de parcours de prise en charge des personnes, en essayant de documenter de la transversalité pour dépasser la partition entre le champ sanitaire et le champ médico-social, avec des cas d'usage déjà à l'œuvre, et là aussi pas très loin d'ici, notamment ces travaux fondamentaux sur la modélisation des ressorts, et notamment les ressorts biologiques du cerveau humain vieillissant. C'est ce que fait l'Institut du cerveau et de la moelle notamment. Alors, ces sujets-là très pragmatiques vous montrent qu'en fait, on est assez loin des fantasmes sur l'IA et la mort de la mort, tous éternels, tous survivants. En fait, ce qui se passe, c'est moins un Big Bang de la mortalité qu'un Big Bang de la causalité. Vous allez être soumis à des causalités ou des corrélations que vous ne comprendrez pas a priori, et la biologie sera une ressource majeure pour essayer d'expliquer ces corrélations. Regardez le champ d'Alzheimer avec ces études massives qui ont établi une corrélation entre Alzheimer et la présence de bactéries gingivales dans le cerveau.
Et avec cette hypothèse, est-ce qu'elle est complètement absurde ou est-ce qu'elle correspond à une rationalité biologique et médicale? J'en sais rien. Mais qui vont dans la suite de travaux montrant qu'il y aurait un lien entre Alzheimer et la mauvaise hygiène santé bucco-dentaire. Et cette hypothèse, finalement, ça ne serait peut-être qu'une migration de bactéries des gencives dans le cerveau et peut-être un traitement antibiotique suffirait pour soigner Alzheimer. Est-ce que c'est fou? C'est peut-être fou, mais en tout cas, l'IA met ses hypothèses sur la table. Elle le fait aussi dans le champ du cancer. Vous vous souvenez tous de cette étude de 2015 venue de Chine qu'on n'avait pas pris très au sérieux à l'époque, qui établissait une corrélation inverse entre Alzheimer et le cancer. 30% de risque en moins de cancer quand vous avez Alzheimer, 30% de risque en moins d'Alzheimer quand vous avez le cancer. Et puis vous avez vu comme moi, bien sûr, cette étude de 2018 de la Société européenne de dermatologie et de vénérologie, plus focalisée sur le cancer de la peau, sur 83 000 patients, montrant que, après ajustement, un diagnostic de mélanome malin est associé à un risque réduit de 61% de développer la maladie d'Alzheimer. Et pour les carcinomes basocellulaires et spinocellulaires, les risques sont réduits de 82 et 92%. Est-ce que c'est un artefact statistique? Est-ce que c'est une corrélation absurde? Ou est-ce que ça correspond à une vérité scientifique? J'en sais rien. Je suis ni médecin ni biologiste. Simplement, l'IA, le monde de l'IA, c'est ça. Et il met en demeure les biologistes de donner de l'explication ou de la rationalité ou de démontrer l'irrationalité d'artefacts ou de données scientifiques. Ou en tout cas d'éléments de corrélation mathématique. Avec cette hypothèse, finalement, qui est peut-être le vrai sujet. Hop. En saluant, bien sûr. Ouais. Je vais essayer de ne pas faire planter le système d'information de l'assistance publique de Paris dont chacun connaît l'efficacité. Ce qui vous montre le vrai sujet philosophique de l'IA, c'est finalement d'essayer de mettre de l'ordre dans la causalité, de ne pas s'y perdre. Et évidemment, la biologie est avec repère cardinal pour ça. Vous voyez qu'on arrive finalement assez vite à positionner la biologie comme discipline centrale de l'IA. C'est finalement la matrice de toutes les matrices. D'abord parce que vous avez déjà un vécu assez profond de robotisation. Ensuite parce que l'IA va permettre une meilleure accessibilité du diagnostic biologique en mode biologie délocalisée. Ensuite parce qu'il y a une nouvelle étape de validation des automatisations qui est en cours. Toute une série de start-up vont s'exprimer dans la journée et vous voyez, vous mesurez concrètement qu'on passe un nouveau cran d'automatisation qui intègre d'ailleurs de la reconnaissance d'images en biologie générale, mais aussi dans des steaks d'anatomopathologie. Et puis l'IA, à partir des données biologiques, va être un adjuvant profond au développement de ce pilotage territorialisé, parce que la donnée biologique, c'est une donnée synthétique, c'est une donnée très riche. Ça donne une vision globale des parcours de prise en charge des patients. C'est une donnée biologique qui vaut plus finalement que sans doute d'autres données de santé à l'heure de l'IA. Je parlerai tout à l'heure des données génomiques et je vous transmettrai, si vous voulez, au décours de la séance, le prototype de référentiel de bon usage de l'IA appliqué aux données génomiques que l'on a développé avec l'IHU Imagine. Et évidemment, l'inclusion des données de biologie dans le futur, le Health Data Hub qui se déploie, est un enjeu cardinal pour sa mise en opérationnalité et dépasser cette partition française entre les données médico-économiques, les données de la CNAM, et les données cliniques qui sont enfermées chez les professionnels libéraux ou dans les entrepôts de données des établissements de santé. Donc vous êtes au centre de ça et vous êtes une clé de coordination à l'heure du big data et du management par les données de santé. Alors, quelles sont les limites et les réalités du big data? Ça paraît clair. On va collecter massivement des données. C'est clair juridiquement. Vous avez vécu les joies de la transposition du règlement général sur la protection des données. Vous mesurez bien de vos labos que la France est l'endroit où les données de santé sont les plus protégées juridiquement au monde. Et puis on fait ça pour améliorer la santé publique. La réalité est plus complexe, bien sûr, puisque le big data donne l'illusion que toutes les données se vaudraient, alors que vous mesurez bien depuis la biologie que ce n'est pas le cas. Ce qu'il y a dans mon iPhone ne vaut pas ce qu'il y a dans mon dossier médical, qui ne vaut pas mon génome. Et d'ailleurs, la loi bioéthique n'ignore pas ça, puisque dès 1994, le législateur bioéthique avait réservé un statut plus protégé aux données génétiques. Toutes les données de biologie ne se valent pas. Mais puis la biologie, bien sûr, c'est une discipline importante pour comprendre qu'on est à la frontière du vivant et de l'artificiel. Finalement, la biologie est la mère de l'IA. Le blob est l'invité d'honneur du zoo de Vincennes ces jours-ci. C'est une créature majeure pour comprendre le fonctionnement de l'IA. Certains d'entre vous s'en souviennent. Je vous la refais parce que ça vous fait plaisir. C'est un champignon qui peut atteindre plusieurs mètres.
Et pour se développer, il traite les données du terrain sur lequel il se développe. C'est un algorithme de traitement de données. Il y a un truc que le blob déteste, c'est le sel. Quand il rencontre un terrain salé, il l'évite la prochaine fois. C'est un algorithme apprenant qui fait du machine learning. Et quand un blob qui a appris rencontre un blob qui n'a pas appris, votre consort toulousaine Audrey Dussoutour nous enseigne que le blob qui a appris transmet par réseau de neurones deep learning son patrimoine d'apprentissage au blob qui n'a pas appris, transfer learning. Algorithme de traitement de données, machine learning, deep learning et transfer learning, tout était dans la biologie avant que l'informatique passe derrière. Et ce qui est encore plus vertigineux d'un point de vue épistémologique, c'est que les concepteurs du machine learning, John Holland et David Goldberg, quand ils décrivent ces algorithmes apprenants qui se transforment, ont une métaphore biologique. Ils disent finalement le code informatique 0,1 à la base de l'algorithme, ce sont des gènes, c'est comme des gènes. Et une transformation de l'algorithme, c'est comme une mutation de l'algorithme. C'est pour ça qu'ils parlent de machine learning ou d'algorithmique génétique. Vous me suivez toujours. Sans avoir la moindre idée de là où on en serait à Amphithéâtre Jean Dossé en octobre 2019, c'est que l'algorithmique génétique s'appliquerait à la donnée génétique elle-même. Vous voyez, on part de la biologie, on fait un détour par l'informatique et on revient à la biologie, à la frontière du vivant et de l'artificiel. Et vous voyez bien que la limite est de plus en plus ténue entre le code biologique et le code informatique. C'est ça l'enjeu. Et à la base de tout ça, il y a finalement 3 crans vers le data management en santé. C'est le sujet que je traite chez Jouve, dont j'ai pris la direction des activités santé au mois de juillet. En gros, 3 crans. Si vous connaissez, il faut d'abord aller à la mine. Si vous connaissez le Seigneur des Anneaux, il y a 2 niveaux de mine. Celle où vraiment il ne faut pas aller, c'est le Mordor. Et là, pour moi, c'est les archives hospitalières. Et donc, pour ceux qui connaissent pas les archives hospitalières, si vous y allez un jour, surtout prévenez vos proches avant d'y descendre, sinon on ne retrouvera votre corps que dans une trentaine d'années. Donc il faut numériser tout ça, et puis après vous avez la Moria, là c'est un petit peu plus sympa, c'est l'espace où il y a les nains, dans le Seigneur des Anneaux. Là c'est le domaine des documents numériques en vrac, tous vos PDF, l'image, les comptes rendus non classifiés. Donc il faut organiser tout ça, le valoriser sous forme de travaux de recherche, mais aussi de travaux de production d'innovation thérapeutique pour aboutir à l'IA de diagnostic et de pilotage. Pour faire tout ça, il y a évidemment une donnée cardinale qui est la donnée de parcours. Alors ça, c'est les 2 blocs qu'on essaie de digitaliser. La biologie est au centre de cette data de parcours et c'est une des limites fortes du système. Il y a 90% d'accès digital au système de santé dans les pays d'Europe du Nord. En France, nos champions nationaux de préadmission en ligne hospitaliers sont au maximum à 30%. Donc on a gagné sur la préadmission programmée, mais aussi la préadmission en urgence. Et vous voyez bien que le labo est un vecteur cardinal, parce que demain, l'idée, c'est de permettre depuis chez soi de s'admettre directement dans une CPTS ou dans un hôpital, et qu'après, derrière, l'IA gère le back-office administratif et financier, et que tout ça, tout ce workflow vienne s'incrémenter à la fin dans le dossier médical partagé. C'est ce qu'on essaie de traiter avec des POC qui sont en cours de test sur des terrains hospitaliers, mais en prenant évidemment la dimension territoriale et en travaillant avec vos collègues biologistes sur le terrain, en cabinet, en laboratoire et en hôpital. Sur les enjeux éthiques proprement dit, on a tous bien sûr des images de science-fiction derrière la tête. Là, c'est Matrix. Vous avez vu comme moi, les machines ne nous veulent pas du bien dans la science-fiction en général, voire elles veulent toutes nous exterminer, mais sans qu'on nous explique pourquoi. On aura peut-être la réponse dans le prochain Terminator qui sort la semaine prochaine, ou pas d'ailleurs. On a essayé de qualifier, on va dire, les risques plus concrets avec le CCNE, et en fait ils sont de 3 ordres, un risque à terme et des risques plus immédiats. Le risque à terme, c'est qu'est-ce qui se passe pour la responsabilité juridique. Alors c'est un sujet qu'on traite sous un angle très spécifique à votre discipline avec Bruno Rougier, c'est la question de la responsabilité du biologiste dans l'automatisation des envois de compte rendu biologique. J'ai été chargé par Dominique Pont de la préparation d'un groupe de travail sur le référentiel la préparation de référentiels éthiques appliqués aux algorithmes médicaux. On abordera cette question et on le fera en lien avec la ZIP. Sur la question de la responsabilité juridique du professionnel proprement dit, retenez que rien ne change parce que 2 régimes juridiques se combinent très bien. D'une part, la responsabilité du fait des choses qui dit qu'un responsable, c'est le responsable, c'est le gardien de la chose. Concrètement, la chose, ça peut être un robot ou un algorithme. Et le gardien, c'est celui qui en a la maîtrise, le professionnel libéral ou son assureur quand on est en ville, le professionnel, le directeur de l'hôpital ou son assureur quand on est en contexte hospitalier. Ça marche aussi pour la biologie. Et ce qui marche aussi, c'est que cette responsabilité du fait des choses connaît une exception quand la machine dysfonctionne.
sujet que vous connaissez très bien avec les automates de labo. Et là s'applique le régime de responsabilité du fait des produits défectueux, issu d'une directive communautaire de 1985 et qui reporte la responsabilité sur le producteur. Donc rien de nouveau sous le soleil, tout est traité, tout, sauf un point, qui est que même en cas de dysfonction de la machine, le producteur peut échapper à sa responsabilité s'il démontre le risque de développement. Le risque de développement, c'est un risque qu'on ne pouvait pas anticiper en fonction des connaissances scientifiques disponibles au moment de la mise sur le marché du produit. Donc maintenant que vous êtes des spécialistes des champignons auto-apprenants, vous savez qu'il y a un degré de transformation de l'algorithme appliqué aux examens biologiques au-delà duquel le producteur pourra dire « Écoutez, moi je ne reconnais pas cette version de l'algorithme qui ne correspond pas du tout à celle que j'avais portée quand elle a été mise sur le marché. » Et donc là, à la fin, même en cas de dysfonction de la machine, le dommage ne sera pas indemnisé. Est-ce que c'est grave? Non à ce stade, parce que l'IA n'est pas à ce point-là. Il n'y a pas de sinistralité constatée. Ce qu'on a recommandé avec le comité d'éthique, c'est de créer plutôt un régime européen de responsabilité sans faute, de ne pas traiter cette question au niveau national, sinon ce serait un repoussoir terrible à la fabrique de l'innovation en France, évidemment. Les questions éthiques plus immédiates sont de deux ordres. D'abord, les risques de délégation. Délégation de la décision du professionnel de santé. L'IA vous propose une solution assise sur 500 000 cas avec 99,9% de recommandations. Le risque, c'est que le biologiste se transforme en presse-bouton. Et ça vaut aussi pour moi comme patient. C'est la délégation du consentement, exactement comme le soir quand je regarde Netflix et que je regarde toutes les séries que l'IA me propose et j'en suis de plus en plus content. Et je peux de moins en moins dire non parce que je suis de plus en plus content. Mais en pratique, ma capacité à en consentir disparaît. Autre phénomène un peu plus inattendu, l'autre risque plus immédiat, c'est cette opposition possible entre l'individu et le collectif. Assez paradoxalement, l'IA en biologie va permettre de mieux personnaliser les prises en charge, mais il y aura des situations dans lesquelles la logique mathématique de l'IA, le raisonnement à la plus forte moyenne aboutira à des effets collatéraux paradoxaux. Ce sera cette personne âgée en fin de vie à qui l'IA jugera plus rationnel de ne pas proposer cette thérapeutique très coûteuse. Ou ce sera ce petit cas d'anticipation. C'est en gros qu'est-ce qui se passe si on fait gérer une épidémie d'Ebola dans Paris par une IA. Il y aura un point de tension entre la population mise sous quarantaine. D'ailleurs, le périmètre de quarantaine passe juste à côté d'ici, donc je vous préviens, il est encore temps de fuir parce que c'est en 2025, et l'intérêt du reste de la population. Vous voyez, un point de contradiction possible entre l'intérêt d'individus et de groupes d'individus et l'intérêt du plus grand nombre. Sur les impacts RH, je me permettrai de ne pas développer. Vous avez tout ça dans une étude que l'on a faite pour l'Institut Montaigne, qui s'appelle Quoi de neuf docteur, que vous avez en ligne, qui est téléchargeable. Cette étude a été mise en place à partir d'une méthodologie tout à fait artisanale, mais qui en fait a assez paradoxalement démontré sa robustesse. On a pris le répertoire des métiers de la santé ligne à ligne et on a évolué pour chaque tâche le potentiel d'automatisation pour arriver à contrebattre en fait deux préjugés. Le premier, c'est que pour nous, d'abord, les impacts RH ne concernent pas les professions de santé. Les premiers concernés, ce sont les fonctions support et logistique pour lesquelles on a un potentiel d'automatisation qu'on a chiffré entre 40 000 et 80 000 ETP. Et là, évidemment, ça concerne tout le back-office des plateaux médico-techniques, beaucoup plus que les professionnels de santé eux-mêmes. Et le deuxième préjugé à relativiser, c'est l'idée que l'IA se développerait d'abord dans les établissements innovants. Ça correspond à une partie de l'IA de pointe, mais l'IA qui va sans doute d'abord se développer, ce ne sera pas ça, ce sera plutôt le prêt-à-porter, celle qui visera à répondre à des besoins de manière satisfaisante à des besoins de santé courants, qui se développera d'abord dans les pays développement et d'abord dans les régions de notre pays où il n'y a plus d'offres médicales. Et là, la réponse de prêt-à-porter sera meilleure que l'absence de réponse. Alors comment on régule? Bienvenue dans le monde de la garantie humaine, encore une fois avec une AOC garantie humaine que vous partagez, puisque ça maintenant c'est le cadre juridique de l'article 11 de la loi de bioéthique. Ça correspond à ce qu'on avait proposé avec Ethikia début 2018, les 5 clés de régulation de l'IA, en essayant de viser la création de droits minimums dans un environnement juridique déjà très protégé pour ne pas désinciter à la fabrique de l'innovation. Donc 5 clés, info et consentement du patient, là le cadre actuel suffit. Si on le complète, ce que fait l'article 11, d'une information du patient par le professionnel sur le fait que la recommandation thérapeutique, l'analyse biologique qui lui est faite, est en réalité adossée sur une recommandation d'IA.
Alors, le principe est clair. Qu'est-ce que ça voudra dire en pratique pour la biologie? Là, il y a sans doute un travail d'élaboration collective à faire pour essayer de définir cette bonne information, parce qu'en réalité, la biologie est irriguée d'algorithmes depuis longtemps et pas depuis la génération la plus récente de solutions d'IA. Le deuxième principe, c'est la garantie humaine de l'IA. On est des biologistes, là j'enfonce des portes ouvertes, en fait c'est quelque chose de très intuitif. C'est l'idée qu'il faut établir un certain degré de supervision humaine de l'automatisme. Ce que vous faites déjà depuis à peu près 25 ou 30 ans, ce que découvrent un certain nombre de vos confrères, mais c'est bien, l'opposé, c'est maintenant dans la loi comme principe, ce sera dans la loi comme principe général. Il faut en inventer des outils opérationnels, on en a proposé 2. Le premier qui est dérivé de la méthode de RCP, c'est le collège de garantie humaine. Vous allez postérieurement à l'application de l'algo reprendre a posteriori une série de dossiers pour appliquer un deuxième regard humain, regarder des écarts et mettre en œuvre des boucles de pilotage qualité et de rétroaction, chose que vous faites très couramment dans le cadre de vos process d'accréditation notamment. Le deuxième principe, peut-être un peu plus nouveau vu de la biologie, l'idée d'une télémédecine de garantie humaine. Vous êtes biologiste en première ligne, l'algo vous sort un résultat que vous achetez pas par rapport à ce que vous connaissez de la situation plus globale du patient. Vous avez un doute, eh bien, vous appelez le professeur Gobert, vous lui demandez son avis, qu'est-ce que t'en penses Jean Gérard? Et le réflexe du qu'est-ce que t'en penses Jean Gérard, c'est une aide à la prise de recul. Et c'est de la télé-expertise au sens de la loi HPST, et depuis l'avenant 6 à la Convention médicale de 2018, ça peut même se facturer. Donc l'avenir de Jean Gérard est assuré, et celui de votre esprit critique peut-être aussi. Troisième clé, et j'y reviens, la graduation du niveau de protection des données de santé en fonction de leur sensibilité, l'accompagnement à l'adaptation des métiers pour éviter la situation du petit dessin. Et là, il y a des choses qui se passent aussi. La bascule s'opère sur le terrain de l'information également. Conformément à nos recommandations, depuis 2 mois, l'IA est inscrite comme orientation prioritaire de développement professionnel continu. Donc, il y a peut-être des choses à faire sous égide de la SFID, sous égide de la SFBC, pour développer ces contenus de DPC. Et puis, bien sûr, en formation initiale, des choses à faire. Les doyens de fac de médecine ont annoncé qu'il y aura un module de sensibilisation aux enjeux de l'IA dès le début du cursus en 2020. Évidemment, ça aurait beaucoup de sens, peut-être même encore plus de sens, de le faire en biologie. Et puis une supervision externe indépendante, bien sûr. Donc, on est dans le monde de la garantie humaine algorithmique. Algorithmic Human Guarantee, ça fait ALUA. Et c'est un chouette sigle et un chouette dessin à retenir. Donc, comment ça se caractérise opérationnellement? Quelques exemples. Premier programme de garantie humaine appliqué avec l'Union française, sous l'égide de l'Union française pour la santé bucco-dentaire, qui a obtenu un article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale, un financement innovant. 48 EHPAD avec une IA qui est une IA qui traite des vidéos prises sous smartphone. C'est fait par Dental Monitoring, qui les redresse sous forme de panoramique dentaire pour établir une évaluation du risque carieux et du risque d'inflammation de la bouche. On a fait l'audit juridique et éthique de cette solution. On a recommandé, et ça a été suivi, que la start-up, c'est de la garantie humaine, intègre un chirurgien dentiste dans ses effectifs, et puis que sous égide de l'UFSBD, sous égide de la société savante, se mette en place un collège de garantie humaine qui va réviser 30 dossiers tous les 3 mois par des chirurgiens dentistes indépendants de la start-up désignés par la société savante. Garantie humaine appliquée. Deuxième exemple, le projet de norme de bon usage de l'IA appliqué aux données génomiques, préparé avec l'IHU Imagine pour surmonter ce blocage très absurde en droit français qui est que des data scientists non cliniciens ne peuvent pas traiter des données cliniques. Ce qui, dans le monde de l'IA, est un facteur limitant assez considérable. Donc, pour le surmonter, on a proposé la notion de périmètre de sensibilité informatique dans lequel on va autoriser des traitements beaucoup plus profonds de machine learning, de deep learning, croisant des données cliniques et des données phénotypiques et génétiques. C'est ce que fait Imagine dans le cadre du 3IA Prairie sur la mise en œuvre d'un programme de machine learning pour rechercher les causes génétiques des ciliopathies rénales pédiatriques. Et puis, troisième cas appliqué, peut-être un message pour vous, ce qu'ont su faire vos confrères radiologues, ils ont mis en place un écosystème de régulation de l'IA sous égide de la profession, rassemblant tous les acteurs, radiologues libéraux, hospitaliers, sociétés savantes, collège des enseignants de radiologues. C'est Dream France IA, on accompagne leur démarche éthique. Le point d'avancement était présenté aux Journées françaises de radiologie ce week-end. Et évidemment, on peut tout à fait imaginer une déclinaison sous l'égide de la biologie, une discussion que l'on avait portée déjà l'an dernier dans le cadre du colloque que tu avais organisé, Jean Gérard. Je sais discussion à laquelle la SFIL et la SFBC sont sensibles. Il faut maintenant créer le réflexe
coordination, d'organisation de la profession. Et vous avez compris que ce réflexe est aussi un réflexe assez survivaliste pour maintenir l'IA sous supervision du biologiste. Donc vous avez compris le message, le temps est compté, l'engagement des biologistes est une chance majeure pour le développement de l'IA éthique. C'est plus le moment de réglementer dans un cadre juridique déjà protecteur, et à vrai dire, ce qui sort de la loi de bioéthique est rassurant, puisqu'on va avoir en France le cadre à la fois le plus protecteur au monde sur la donnée de santé elle-même, et sans doute le plus ouvert au monde, une fois que la condition de protection des données de santé est mise en place, pour développer des solutions pratiques d'IA en santé, si et seulement si il y a une information du patient sur le recours à l'IA, et s'il y a une supervision sous garantie humaine, selon des modalités qui revient à la profession de définir, dans un dialogue avec les professionnels et les patients. Merci de votre attention.